Hey, on refait-tu le monde? Ce balado est le résultat d'un projet qui visait à rassembler et créer un espace de discussion confortable au sujet de la crise environnementale. Je m'appelle Chloé, j'aime apprendre sur la complémentarité indéniable des arts et des sciences, et c'est pourquoi j'ai invité 8 visages dans l'optique de jaser d'environnement autour d'un boire. On a fourni à l'avance 5 questions à tous les invités afin d'encadrer avec souplesse la discussion, comme un genre de moule à muffin ben mou. La formule participative a permis au public d'intégrer la discussion tout au long des conversations, mais on n'a pas tous les mêmes expertises. Je vous invite donc à écouter nos échanges dans le respect et surtout dans la douceur. J'espère qu'on pourra vous brasser les idées et vous inciter à vous poser une couple de questions. Bonne écoute! Encore une journée bien mouillée de juillet. On refait le monde avec la chair et les eaux de Pascal Bergeron sur le balcon du Tichac en Haute-Gaspésie. Attention, ça commence! Bienvenue à la 2e édition mouillée de On refait tout le monde. Puis là, je suis vraiment contente de voir que vous avez bravé la pluie pour venir, puis je tiens à vous remercier. Donc aujourd'hui, on a Pascal Bergeron avec nous. Allô? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent ici? Je pense que oui, hein? Est-ce que Gabriel, tu connais Pascal? Oui. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait, Pascal? Il mange gros. Donc, Pascal Bergeron, je suis certaine en plus que dans la foule en ce moment, vous avez, pour certains, encore plus de connaissances que moi par rapport à son profil, son bagage, puis qu'est-ce qu'il a pu faire dans son champ d'expertise en environnement. Mais au final, il est impliqué dans beaucoup de projets de protection pour notamment des forages pétroliers, comme le camp de la rivière, qui inclut, qui s'est déroulé sur des territoires autochtones. C'est le porte-parole de Environnement Vert Plus, qui est... C'est une organisation qui est depuis plus de 30 ans dans la baie des Chaleurs, qui milite dans toutes sortes de dossiers environnementaux. Puis on est allé poser à Pascal 5 questions, un petit peu à l'avance, parce que là, on s'est mis comme en mode de dernière minute, puisqu'il passait dans le coin. Puis, c'est des questions assez larges, que si vous avez envie d'intervenir ou de rebondir sur ces questions-là, n'hésitez pas à le faire. OK? Là, c'est... La première question que j'ai voulu lui demander, c'était, en fait, parce que plusieurs personnes se considèrent environnementalistes. Je trouve que c'est un drôle de mot, un mot assez large. Puis il y a beaucoup de gens qui peuvent se considérer environnementalistes et d'autres personnes qui peuvent ne pas considérer ces personnes environnementalistes. Donc, je me demandais, selon toi, Pascal, c'était quoi d'être environnementaliste? Pour moi, être environnementaliste, c'est d'abord avoir une sensibilité pour la Terre. Puis être capable de reconnaître cette sensibilité-là. De reconnaître qu'on éprouve de la joie par rapport au milieu naturel, puis qu'on éprouve de la douleur puis de la colère par rapport à la destruction de ces milieux-là. C'est le présupposé pour pas que le label d'environnementaliste soit si glamour que ça, là. Mais mettons, pour pouvoir dire qu'on marche dans une trail qui ressemblerait à ça, faut avoir un minimum cette sensibilité-là. Puis, à la limite, tout le monde l'a, mais il y a des gens qui la rejettent. Il y a des gens qui prennent toutes sortes qui ont toutes sortes de manières de prendre une distance par rapport à ça. Puis ça veut dire se placer d'un point de vue biocentriste. Puis c'est pas tous les environnementalistes qui le font, mais plus on se connecte à notre sensibilité pour le monde, plus on a envie de mettre le vivant au cœur de notre réflexion éthique, puis moins l'humain devient l'étalon de mesure de ce qui est juste. Puis j'ai envie de mettre ça en parallèle avec ce qu'on appelle le paradigme économique dans lequel on vit, le paradigme capitaliste. Il y a d'autres modalités de fonctionnement économique qui mènent dans la même direction. On pourrait tous les regrouper sous le chapeau de la société de croissance industrielle. Une société qui vise à accroître la capacité industrielle dans le but de produire plus, puis au final, on ne sait pas trop pourquoi.
Puis, la perspective environnementaliste, pour moi, c'est la perspective qui veut une société qui soutient la vie le plus possible sous toutes ses formes. Puis toutes les revendications, à mon sens, finissent par prendre leurs racines dans une perspective comme celle-là. Parfois, en éducation environnementale, ou du moins, j'ai été en Espagne récemment pour étudier un peu en biologie, puis on nous apprenait que pour mieux communiquer dans le monde actuel, les ressources doivent être monnayables. Donc, essayer de parler le même langage que des économistes. Puis est-ce qu'un environnementaliste, selon toi, ferait jamais ça? Une ressource, de toujours en parler en termes d'argent, pour essayer de sensibiliser les gens puis de dire, ben ça vaut de l'argent au final, l'environnement, ça vaut de l'argent nos forêts, ça vaut de l'argent nos rivières, puis nos mers. Puis est-ce que c'est nécessairement contradictoire que d'utiliser cette stratégie-là pour se faire comprendre, selon toi? Pas nécessairement. Parce que ça peut sonner un peu contradictoire. Oui, ça peut sonner un peu contradictoire. D'essayer à tout prix de parler ce langage-là. Dans les luttes auxquelles je suis attaché, je suis constamment en train de parler d'économie. Par rapport au pétrole, par exemple, en Gaspésie, pour moi, c'est clair qu'il n'y a aucune rentabilité à dégager de ces projets-là et que le plus gros puits qu'on force, c'est dans les fonds gouvernementaux, dans toute cette histoire-là. Anticosti, c'est l'histoire des libéraux qui ont nourri leurs amis, puis qui ont comme... quand ils ont décidé de compenser pour sortir, c'était pour vrai un show de boucan. L'Étao, à l'époque, qui était ministre des Finances, qui dit « On a de l'argent pour compenser les compagnies pétrolières, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de poursuite. » Couillard qui dit « Le saccage d'Anticosti ne portera pas mon nom. » Qui s'en va dire ça en public, je veux dire, il faisait du théâtre. Puis il faisait du théâtre pourquoi? Ben pour camoufler le fait qu'en fait, il allait renflouer ces compagnies-là avec des fonds publics. Ce qu'ils ont fait au final, il y a plus de 30 millions de dollars qui ont été versés aux compagnies pétrolières. Puis pour moi, c'est important de déterrer, d'être capable de parler ce langage-là pour démontrer que même à l'intérieur de leur paradigme, ce qu'ils sont en train de faire n'a aucun sens. Quand c'est le cas, quand c'est pas le cas, ça vaut pas la peine de se battre avec ces arguments-là, mais quand c'est le cas, ça vaut la peine de ramener sur eux. Mais donc, tu le vois plus comme un outil qui est comme vraiment deux façons de pouvoir être environnementaliste. Oui, pour moi, l'idée, c'est pas parce qu'il y a un courant en environnement d'attribuer une valeur à... la valeur de non-usage, c'est comme ça que ça s'appelle, puis c'est ancré dans la loi fédérale c'est inscrit dans la loi fédérale sur les hydrocarbures, la loi provinciale aussi d'ailleurs, la nouvelle loi, que les compagnies doivent rembourser, en cas de déversement, ils sont responsables pour la valeur de non-usage. Sauf qu'il y a juste le gouvernement qui peut poursuivre les compagnies pour qu'ils remboursent pour la valeur de non-usage. Il y a des clauses dans ces articles-là pour pas que le public ait le droit de poursuivre en cas de perte pour ça. Mais c'est complètement absurde de vouloir mettre une valeur monétaire sur tout ce qui est vivant, puis tout ce dont on peut profiter, de tout ce qui existe, juste pour pouvoir le faire retrousser. Connue dans la région, Pascal a fait déplacer pas mal de personnes vivant à même la Gaspésie. C'était à peu près le 2/3 du public. Il y avait aussi beaucoup de membres de la communauté de Cap-au-Renard, le village juste à côté du ruisseau Castor, là où est-ce qu'il y a le Sea Shack, tu sais. Donc, Pascal, tu es impliqué dans plusieurs projets qui sont en Gaspésie. Encore une fois, je vais utiliser le mot cheesy parce que j'utilise le mot verte. Selon toi, comment on atteint une Gaspésie plus verte? Puis là, par le mot vert, j'entends tout ce qui est respect de la terre, respect de l'écologie, de l'environnement, dans toute l'idée environnementaliste qu'on vient d'amener là, tranquillement. Oui. On l'haït, ce mot-là, mais en tout cas, des fois, faute de mieux. Il a été assez galvaudé.
Tout est vert ici. Tout est vert, hein? Mais on peut en parler. Le vert, c'était pour alléger toute la signification que je voulais utiliser d'une Gaspésie en harmonie avec l'environnement, d'une Gaspésie qui est à l'écoute de sa nature, puis de ses ressources, puis qui est équilibrée dans l'exploitation, l'utilisation, puis tout ce qui en découle des humains sur un territoire. Ben, disons qu'elle soutient la vie, finalement. J'aime bien cette expression-là de Joanna Massy parce qu'il me semble qu'en quelques mots, de dire qu'on veut une société qui soutient la vie, on enveloppe bien le cœur de toute cette pensée-là. Puis je vais poursuivre dans la foulée de la pensée de Joanna Massy. Y a-t-il des gens qui connaissent Joanna Massy ici? Une personne? Et demi? C'est vraiment une personne extraordinaire. Elle a travaillé avec les gens à Hiroshima, post-bombe atomique. Elle les a fait parler de ce qu'ils avaient vécu. Ces gens-là refusaient, ils enfoussaient ça. Puis ça ressortait dans un imaginaire fucké de Godzilla, puis de toutes sortes de monstres japonais. Puis ces gens-là ils lui en voulaient de les faire parler de ce qu'ils avaient vécu, de ce traumatisme-là. Et elle a développé une démarche, le travail qui relie. Et dans sa démarche, elle décline les actions en 3 volets. Les actions nécessaires à la mise en place d'une société qui soutient la vie. Premier volet, c'est scraper les projets de marde. En gros, c'est assez intuitif. Là. Les coupes à blanc, ça n'a pas rapport. Le pétrole, ça n'a pas rapport. L'exploitation marine comme ce qu'on fait en ce moment, ça n'a pas rapport non plus. C'est pas soutenable. C'est pas vrai que... Puis il y a un critère assez simple. Là. La trajectoire dans laquelle on est parti, elle peut-tu durer pour les 7 prochaines générations? Est-ce que dans 200 ans, il va rester quelque chose? Si la réponse c'est non, là, ben, c'est assez simple. Il faut arrêter. On est dans un projet de marde. Puis ça nécessite des interventions. Ça nécessite des interventions militantes. Aujourd'hui, on faisait une super formation d'escalade industrielle pour aller se percher en hauteur ou en bas, s'accrocher dans toutes sortes d'endroits impossibles. N'importe quoi. Donc, il y a un volet de tout ça. Il faut résister, finalement. Après ça, faut construire les alternatives. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ça de leur vie, qui décident de mener des projets agricoles à petite échelle avec le minimum de moyens mécaniques, qui essaient de construire une autre façon de vivre ensemble. Il y a certaines personnes ici qui étaient dans ramaillage. Allez voir sur le site de l'ONF, c'est une web-série en 6 épisodes d'une demi-heure, puis ça raconte comment est-ce qu'on essaie de faire une Gaspésie alternative en ce moment. Puis il y a une partie du fil conducteur de ramaillage qui est sur le camp de la rivière, qui était une action de résistance qui a duré un peu plus d'1 an. Là. On a campé sur le bord de la York, au pied d'un chemin d'accès d'un site de forage. Il était supposé avoir un 6e puits sur ce site-là en août 2017. Ce puits-là n'a à ce jour pas été foré, même si la compagnie est encore dans le décor puis veut encore mener des opérations. Ouais, faut célébrer ces petites victoires-là. Moi, je tenais quand même à souligner à tous les gens qui ont participé de près ou de loin au camp de la rivière d'avoir foutu la marde à ce point-là. Je suis vraiment fier d'eux autres et de tous ceux qui ont participé à ça. En tout cas, c'est comme un petit élan du cœur comme ça, là, mais c'est ça, je me dis, hein, quand tu parles d'une société qui favorise la vie, ou bien qui... comment tu as dit ça déjà? Société qui soutient la vie. Qui soutient la vie, c'est ça. Je me dis, oui, ben, la résistance, puis le projet du camp de la rivière, on est un très bel exemple sur le territoire ici. Mais aussi, comment arrêter de nourrir ce système-là? Parce que c'est nos vies, c'est notre quotidien qui nourrit ce système-là. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment comme de remettre en question notre mode de vie, notre confort, nos acquis. Qu'est-ce qui fait que j'ai accès à telle chose? Qu'est-ce qui fait que j'ai tel privilège-là? Ben, moi, j'ai remarqué en tout cas que dans mon cas, ça sous-entendait qu'il y avait comme telle partie de la planète ou telle population qui vivait de l'exploitation et
de l'esclavage pour Pour notre finalement, bien-être, ouais. ouais, pour mon bien-être, aussi banal soit-il, quoi. Même le panneau solaire qui a une belle étiquette verte. C'est pour ça que c'est important de construire les alternatives. Puis ça, c'est le deuxième volet de cette construction-là, c'est le volet d'éco-communauté. À Cap-au-Nord, je trouve que vous êtes encore vivants, là. Vous n'êtes pas tous tués. Non, mais il y a des places où ça s'est déchiré, où ça s'est tout défait, puis ça a pas, où ça n'a pas survécu. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais qui ont eu des envolées, puis qui ont atterri ces chapeaux de roue, puis dans le fin fond de la piste, puis que ça a tout cassé, là. Énormément. Fait que c'est important qu'il y en ait qui survivent là-dedans, puis qu'il y ait des essais qui se fassent. Puis je le sais qu'en ce moment, au Québec, il y a énormément, il y a une prolifération d'essais d'éco-communautés qui ont lieu. Mais en Gaspésie, on a un terreau extrêmement fertile parce que paradoxalement, c'est un désert, la Gaspésie. Ça a été abandonné par beaucoup de jeunes. C'est dévitalisé à bien des endroits. Puis ça, la dévitalisation, ben, ça laisse de la place à l'expérimentation. Parce que quand on est dans un désert, on peut essayer des choses qu'à Montréal, ben, c'est plus compliqué d'essayer. Fait que ça, c'est le deuxième volet pour la Gaspésie qui soutient la vie. On fait un résumé. Donc, premier volet, résistance, si j'ai Oui. bien compris. Deuxième volet, on parle de mettre en œuvre des projets. Les alternatives, Mhm. un nouveau mode de vie. Puis le troisième volet, c'est le volet spirituel. Comment on approfondit notre connexion à la terre? Comment est-ce qu'on approfondit notre connexion aux autres? Puis il y a toutes sortes d'exercices d'élongation morale. C'est un mot que j'aime bien, qui vient de la philosophie allemande. Des exercices d'élongation morale pour parvenir à ça. Si vous voulez, j'en ai un pour vous. Ça vous tente-tu? On peut faire l'exercice. OK. Vous allez être face à face. Il y a une personne qui va faire face par là-bas, puis une autre qui va faire face par là-bas. En fait, il y a une personne qui va parler, puis l'autre va écouter. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'exercice des 7 générations. On va créer un espace rituel. Il y a une personne, disons que c'est la personne de ce côté-là, qui va être la personne dans le futur. Moi, je suis la personne dans le futur. OK? La personne est dans 7 générations. Puis là, on présuppose que l'être humain a survécu jusque-là. Puis ça, il n'y a pas de garantie, comme j'espère la plupart de vous sont conscients. On suppose que les humains sont encore là, puis on suppose qu'il y a une mémoire de là, 200 ans, parce que c'est pas garanti que s'il y a des humains dans 200 ans, il va y avoir une mémoire qui va dater en arrière de 200 ans. La personne de ce côté-là, ça va être la personne dans le moment présent. Moi, je vais poser une question comme si j'étais à la place de toutes les personnes qui sont dans le futur. Puis les gens à gauche qui sont dans le temps présent, qui sont les ancêtres des gens dans le futur, vous allez répondre. La question, c'est la suivante. On raconte que il y a 200 ans, il y avait toutes sortes de choses horribles qui se passaient sur la planète. Il y avait du développement de technologies nucléaires qui pouvaient exploser à n'importe quel moment. Il y avait une industrie pétrolière galopante qui avait les contrôles, qui avait les commandes du pouvoir ou presque. La trajectoire qui était en cours à ce moment-là laissait peu de chance pour la survie de l'humanité. Puis ce qu'on nous raconte aussi, c'est que vous saviez ça. Comment est-ce que vous vous sentiez avec ça? On se sent tous parfaitement bien, je pense. Je vous laisse répondre, mais je vous laisse 3 minutes pour répondre sans micro. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de thon. Tout le monde. Le pôle Nord, c'est ça? Et c'est quoi le mot? Il a melted, là? Il a fondu. Fait que ça veut dire que New York n'existe pas, Nouvelle-Orléans n'existe pas, mais l'Écosse est indépendante. Fait que ça dépend de quel point tu viens. Puis... On va revenir si vous permettez.
En général, il y a deux réactions les fois où j'ai fait cet exercice-là avec d'autres gens. Il y a une partie de gens qui sont plus impliqués en environnement, qui se confirment un peu dans ce qu'ils font déjà. Puis il y a une partie qui est moins impliquée, qui vivent de la culpabilité quelquefois par rapport à ce genre d'exercice-là. Puis c'est peut-être pas ça que vous avez vécu, mais j'aimerais peut-être ça entendre quelques réactions sur les gens du futur, tiens, qui ont écouté. Moi, j'ai senti beaucoup d'impuissance de la part de mon interlocuteur parce que je pense que même si on a conscience de la grosse machine, du gros système, ben même s'il y avait conscience, ces pauvres personnes-là, dans cette société-là, j'ai l'impression que beaucoup se sentaient impuissants puis peut-être étaient même accablés par les mauvaises nouvelles. Puis ils ne savaient pas où se placer, j'ai l'impression, pour faire un mouvement qui est jugé proactif, là, je ne sais pas comment. Puis je pense, même moi, je me sens de même en ce moment. C'est entre être activiste ou conscient ou spirituellement éveillé, être sensible, comme tu disais plus tôt. Je pense que c'est ça qui est très difficile pour les gens du passé. C'est de ne pas savoir où se brancher puis de ne pas savoir qu'est-ce qui est légitime, comme lutte. Fait qu'il y a beaucoup de culpabilité d'être impuissant. Mais il n'y a pas un manque de volonté, selon moi. Mais je pense que les cartes sont difficiles à jouer, tu sais. Moi, ce que je ressens, c'est que même quand on fait déjà du chemin dans ce sens-là, mettons que tu es super extrême puis que tu vas à fond là-dedans puis que tu n'as pas de voiture puis que tu prends pas l'avion, puis c'est quand même fucking marginalisant socialement de faire ces choix-là. On dirait que moi, j'ai souvent eu ces réflexions-là de OK, mais moi, j'arrête tout, mais comme ça continue à côté, fait que c'est quand qu'on commence? C'est qui commence à donner l'exemple? C'est qui suit la vague? Il y a toujours ça un peu, puis c'est un petit peu ce que avec Étienne, on se disait, on a déjà un mode de vie simple, on vit en collectif depuis 15 ans, blablabla. Fait qu'on fait déjà notre part, mais on a toutes des fucking chars individuels, là, qu'on met du pétrole dedans, puis on a des chainsaws, puis ci, puis ça. Fait que c'est juste... Ouais, il y a un côté culpabilisant, j'imagine, mais il y a vraiment ce côté-là de... On est tous poignés dans la même marmelade, tous ensemble, puis c'est qui, en premier, qui va tirer la plaque de tout le reste? Mais c'est sûr que quand on regarde ça avec 200 ans de recul, ça faisait penser à la Belle Verte un peu comme exercice. Je sais pas si vous avez vu la Belle Verte, mais... Tu sais, où est-ce que, justement, ceux qui sont dans le futur sont comme « Quoi? Ils utilisent encore des véhicules à essence? Mais mon Dieu, ils sont bien fous, tu sais. » C'est sûr que après coup... Ils ont pas encore l'argent, quand même! Ouais. Ils ont crucifié un des nôtres, Jésus-Christ, je sais pas quoi. En tout cas, bref. C'est aussi difficile de sentir le poids parce qu'on est des êtres égoïstes, là. Tout être vivant est égoïste puis tient à... Même si le collectif est bon pour nous, en quelque part, dans mon cœur de biologiste, en quelque part, on fait ça pour nous-mêmes, pour que nous-mêmes, on soit avantagés. Puis ça, il faut se l'avouer, mais en tant qu'être vivant égoïste, il faut savoir avoir un feedback de nos actions. Puis des fois, dans ces mouvements-là, c'est difficile de le sentir directement, moi, je trouve. Est-ce qu'il y a des gens du futur ou du passé qui voulaient s'exprimer encore? Je pense aussi le principe, mettons, pour le gars moi, je suis le gars d'aujourd'hui. Fait que le gars, dans 200 ans, qui va me regarder, je pense que c'est un peu comme un gars qui va se botter les doigts avec une skillsa. Tu sais, l'autre, après, qui regarde le gars puis ses doigts qui bougent à terre, il fait « Chris, t'es bien maillet. Tu sais, pourquoi t'as fait ça? » Ouais, mais ça s'est pas passé de même, là. Tu sais, non, mais... Tu sais, ouais, mais là, tu le regardes partir dans l'ambulance, t'es comme, toi, t'es cave. T'es bien nono, Chris, ça coupe, tu sais. Tu t'en sers pour couper, tu sais, c'est vrai, hein. Ça laisse, non, mais c'est une drôle de parabole, mais reste que... Tu sais, c'est ça. Excellent. Là, on est là, on habite dedans, puis on vit de même parce que t'es né là-dedans. C'est first, oui, parce que j'ai déjà essayé avec des fougères, là, faire un petit matelas de sol, puis j'aime bien mieux mon matelas de sol. Le luxe qu'on a, comme tu as dit, l'humain est égoïste, puis je m'en cache pas, tu sais. Non, mais... Tu le sais. Ben oui. Non, mais en tout cas, fait que tu comprends un peu le point que j'amène. On est tous un peu là pour nous-mêmes aussi. Tu sais, là, on va tout le temps juger l'autre, tu sais, après l'action. Ben oui, c'est sûr, tu sais. Tu sais, c'est facile. Puis après, moi, la terre est vide, tu sais. Effectivement, mais un coup
qu'on a apprivoisé le regard de l'autre, de notre descendance, de la personne dans cette génération. On est capable de poser un autre regard introspectif sur nos actions. C'est plus seulement le regard de nos pères. Pour moi, c'est un peu le sens de cet exercice. Pour ça, je l'appelle exercice d'élongation morale. C'est qu'on s'ouvre à quelque chose d'autre en termes de paradigme éthique. Je vais juste souligner que dans mon intervention sur l'égoïsme, je dis pas qu'il faut rester bloqué dans cette idéologie-là. Je dis que instinctivement, un être vivant va mener à terme sa pérennité personnelle puis celle de ses générations futures. C'était ça mon apport de biologiste, mettons, en devenir. On a une autre personne qui désire parler. Ben, moi, ça m'a amené une réflexion que j'ai souvent, dans le fond, puis c'est... parce que, tu sais, la personne, elle peut dire, ouais, mais c'est pas vrai que j'ai pas essayé. Tu sais, j'ai fait ça, j'avais plus de char, je faisais du covoiturage. Tu sais, comme il y a plein de gens qui font des actions, et puis la personne pourrait même dire, j'ai fait des actions de désobéissance civile, ça n'a pas marché, puis tout ça. Puis moi, ça m'amène toujours au questionnement. Mais à partir de quand notre implication pour changer les choses, et c'est assez? Quand est-ce qu'on en a fait assez? Tu sais, quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Faut-tu tout le temps être en train de militer? Jusqu'où il faut aller pour se dire qu'on contribue à un changement réel pour les générations futures. Je ne sais pas si vous me suivez dans ma réflexion, là. C'est que c'est jamais assez, c'est l'effectivement, c'est ça. Mais on peut se dire, moi, je m'en vais dans le bois, je consomme juste ce que je produis, etc. Mais si personne voit que tu fais ça, il y a juste toi qui le fais, puis tu n'es pas en train de montrer aux autres comment le faire non plus, tu sais. C'est tough, tu sais, puis en plus, tu fonces tout le temps dans les murs, etc. C'est ça, c'est que c'est... Mais je pense qu'il n'y a pas de réponse à la question, là, parce qu'on n'est pas dans le futur, mais jusqu'où il faut aller? Il y a le bout où on passe à l'action, puis après ça, après le passage à l'action, là, à un moment donné, il y a un moment où l'action est finie, puis on a besoin de fermenter un peu. Là. C'est le temps de la noirceur, du repli. Et j'étais le futur. L'exercice, il est le fun parce que quand il faut vraiment que tu répondes à quelqu'un verbalement, il y a comme une espèce d'effet de... Pas de choc, là, mais c'est comme si, tout d'un coup, de le mettre en mots, ça devient comme vraiment dur de répondre à cette question-là. Puis c'est comme... Dans le fond, on fait fucking rien. C'est quoi la question à laquelle tu as répondu? Qu'est-ce que vous avez fait? T'sais, vous avez vu venir ça, vous avez vu qu'il s'en venait ça. Puis c'est comme... Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se laisse arriver de même, tu sais, c'est comme dans le fond, on fait rien, là, clairement, là. Puis moi, mettons, au-delà de la culpabilité, il y a comme un effet, pas de déresponsabilisation, mais c'est comme si, ouais, mais c'est pas vraiment, tu sais, c'est comme tu parles de ton action personnelle, individuelle, mais on est une société. Fait que, tu sais, moi, l'espèce de culpabilité individuelle, je suis comme plus capable. Tu sais, le monde, ils font de l'éco-anxiété. C'est mon gars, là, les jeunes, ils se sentent coupables de tout. On peut pas surfer sa culpabilité, mais on dirait que c'est comme si... au-delà de la culpabilité, c'est comme un hybride entre l'impuissance et la culpabilité. C'est comme on dirait qu'il y a un bout qui nous appartient, puis qu'est-ce qui m'appartient là-dedans, puis qu'est-ce qui est plus grand que moi. Puis là, il faudrait être vraiment comme une gang. Je pense qu'on est tous prêts à changer le monde, mais pas tout seul, tu sais. Puis c'est comme de se rassembler. Comment ça qu'on n'a pas été capable de se rassembler contre une minorité? C'est ça la question, dans le fond. Comment ça se fait qu'on a laissé faire très peu de gens, tu sais? Sans dire qu'on y participe pas, là, mais au niveau des décisions, si on se mettait ensemble pour décider, les décisions seraient clairement différentes. T'sais. Au niveau de faire sa part, justement, comme tu disais, d'essayer de ne pas avoir de char, de prendre des produits équitables ou biologiques ou des trucs comme ça, puis d'essayer de se priver ou bien justement de faire vraiment attention, ben, on développe comme de l'éco-anxiété, de la marginalité, et puis des fois, tout ça ne rend pas forcément heureux. Moi, j'ai remarqué que j'étais tout le temps en train de me poser des questions sur ce que je faisais, sur mes actes, puis ça me rendait comme un peu ça n'a pas vraiment de saveur, c'est comme un peu c'est rendu plate là. Et puis en parlant avec quelqu'un, en fait, c'est d'essayer d'être heureux là-dedans qui est le plus inspirant en fait. Moi, quand je vois des gens qui sont heureux dans ce qu'ils font, ça m'inspire, puis j'ai envie de faire comme pareil. Donc, c'est comme d'essayer de trouver l'équilibre dans ce qui fait du sens, dans tes valeurs, mais tout en essayant de distiller du bonheur en même temps. Là. Faut quasiment pas que je me connecte à ça, sinon je capote trop, là. Fait que tout ce que je vois du passé, si tu veux, c'est beaucoup de peur, puis j'ai envie de dire que
je pardonne la bêtise humaine. Puis je crois que l'humanité est en apprentissage. Puis tranquillement, pas vite, ben on est en train de se connecter tout en gang. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut pardonner ces choses-là plutôt que comme agir, essayer d'intervenir, de se choquer contre les gens, contre d'autres individualités peut-être un petit peu moins éveillées. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de guerres qui sont liées à ça, l'incompréhension. Au final, on est juste là. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut faire preuve de beaucoup d'empathie pour nos pairs, puis que de cette façon-là, on est capable d'être en communauté. Fait que c'est ça que j'ai vu du passé. Merci. Si on rappe, mettons, sur une vision d'une Gaspésie qui soutient la vie, ben il y a la résistance aux projets industriels, il y a l'élaboration d'alternatives, puis dans tous les milieux, il y a une partie d'élévation spirituelle, disons-le comme ça. Parce que cette élongation, ces exercices d'élongation morale-là concernent quelque chose qui n'est pas directement lié aux alternatives, même si tout est lié finalement. Mais c'est quelque chose qui nous permet de nous connecter à autre chose que nous-mêmes, aux gens autour de nous, à nos ancêtres, puis aux gens dans les prochaines générations aussi. Donc, parmi tous ces outils-là qu'on peut aller chercher pour faire les étapes de l'atteinte d'une Gaspésie idéale, par exemple, en quoi la désobéissance civile peut nous aider? En quoi la désobéissance civile, en général, peut nous aider dans la lutte au changement climatique? Le terme désobéissance peut sembler péjoratif à prime abord. C'est nécessaire. Mais en quoi c'est nécessaire? En quoi on peut se dire que c'est un outil Il n'y a pas de pertinent? changement s'il n'y a pas de désobéissance aux lois. Les lois sont faites par les puissants. Oui, OK, il y a une partie du système légal qui est une distillation de l'ethos de la société au moment où ils sont faits, là. Nécessairement, il faut bien qu'il y ait quelque chose un peu de ça là-dedans. Sinon, quand c'est à ce point-là éloigné qu'il n'y a plus du tout que ça ne reflète plus du tout la société, mais il y a une révolution puis tout l'édifice tombe. Donc, ils n'ont pas le choix de refléter un peu. Mais sinon c'est toujours les puissants qui gouvernent. Puis, il y a toujours une part de désobéissance aux lois qui est nécessaire pour réussir à atteindre un monde plus juste. Puis, le monde plus juste en ce moment, ben, c'est une société qui soutient la vie. Il y a 2000 ans, c'était peut-être pas ça. Mais là, dans la société de croissance industrielle, on n'a pas... C'est la direction qui m'apparaît nécessaire. Les lois qui nous empêchent qui minent ce qu'on essaie de faire, juste le printemps 2018, on a fait un camp de formation des obéissances civiles au camp de la Rivière. Et le ministre a décidé d'utiliser la loi sur les terres du domaine de l'État pour dire qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Ils nous ont mis une injonction sur le dos et ils ont dit, ben non, en fait, dans la loi, c'est écrit que le ministre est, je me souviens plus du libellé exact, mais c'est comme si les terres du domaine de l'État, les terres qu'on appelle publiques, en fait, appartenaient en propre au ministre, puis il pouvait faire ce qu'il veut là-dessus. Puis là, le ministre, cette journée-là, décidait que nous autres, on n'avait pas le droit de donner une formation en désobéissance civile. Fait que le simple fait de donner une formation en désobéissance civile, ça devenait de la désobéissance civile. On est comme dans une espèce de mise en abîme assez extraordinaire ici. À ce moment-là, on a décidé de résister. On a décidé de résister parce que c'était la possibilité même de désobéir aux lois qui était en cause dans le fait que le ministre voulait nous interdire ça. Fait qu'on a tout fait. On l'a déplacé d'une couple de kilomètres dans un centre communautaire. On est allé chez des amis. Finalement, on l'a tenu, puis on a fait des communiqués de presse pour dire on le tient quand même, la crise d'information. Fuck you. Fait que c'est important de désobéir aux lois. Il y a une place pour ça qui permet de faire bouger les choses dans le sens qu'on imprime. Puis c'est important aussi quand ça retrousse de se donner les moyens de tenir tête. Puis ça, c'est pas évident, hein? Parce que ça recoupe la question que tu posais tantôt. Ouais, mais à partir de quel moment on en a fait assez, puis à partir de quel moment on est brûlé, puis Chris, on laisse tout aller parce que sinon
Sinon, c'est notre santé mentale, puis notre vie personnelle, notre vie intime qui fout le camp avec ça. Le retour de l'égoïsme. Mais, ouais. Ouais, j'ai de la misère à le dire comme ça, mais oui, peut-être. C'est avec humour que je dis ça comme ça, parce qu'on a tous une part de limite dans notre énergie qu'on peut fournir pour un dessin, pour un but. Puis ça vient de nous, ce qu'on est capable de mettre dedans, puis ça vient de nous à quel point on décide de pencher plus vers le biocentrisme ou l'égocentrisme. Là, tu sais. Ça vient de nous, mais ça vient aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup des liens qu'on tisse avec les gens autour de nous. Une chose qui m'a donné une impulsion vraiment majeure comme dans ma vie de militant, c'est la Marche des peuples qui a fait le tour de la Gaspésie en 2016. Moi, j'ai été militant pour les droits autochtones à Montréal. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Indigenous Peoples Solidarity Movement. On est allé camper à Kanestage, dans Pinède, pour faire du Cop Watch. Fait que, c'était la liaison autochtone-environnement, ça faisait partie de ce que je faisais à cette époque-là. Bon. Puis à un moment donné, j'ai comme laissé aller ça. Puis la Marche des peuples, ça a été une occasion, justement, de tisser des liens. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens. C'était super riche. On passait nos journées à juste marcher puis à se parler. Il n'y avait rien d'autre à faire. On avait 25 km à faire par jour. Ramasser des canettes, passer des flyers des fois organiser des petites actions. On est passé à la cimenterie, on a décidé de passer par le terrain, ça les a écœurés, puis c'était bien le fun. Mais le gros de notre temps était occupé à marcher ensemble, à apprendre à se connaître, à se découvrir, à comprendre pourquoi est-ce qu'on était là, puis pourquoi est-ce qu'on prenait cette direction-là. Puis il y a beaucoup de gens qui ont il y a un pouvoir immense dans ces exercices-là où on tisse des liens qui permet de s'enraciner puis de surmonter. Parce que de surmonter ces moments-là où on a envie de laisser aller parce que c'est dur sur notre ego, puis on boit la tasse. Mais là, tout d'un coup, là, on sent cette force-là qui nous accompagne. Puis ça nous porte, puis ça nous donne l'énergie d'aller un peu plus loin. Puis la chose à faire, c'est pas nécessairement d'aller plus loin. Là. Des fois, c'est de se replier, comme un vieux matou qui a mangé sa volée. Puis d'honorer sa douleur, d'honorer ce qui est là, de reconnaître la douleur qu'on éprouve pour le monde, de profiter de ce moment-là pour changer notre regard sur la situation avant de retourner dans l'action. Puis à partir de là, ben, on ressurgit, puis éventuellement, on se retire, mais toujours dans une évolution, finalement. C'est un cycle. Puis avec ce bagage-là, comment on refait le monde après? Comment toi, tu refais le monde? Eh, palaille. Comment moi, en ce moment, la COVID a popé, le pétrole a tombé. Fait que j'ai pogné une job à MRC. Oui, je fais de la coordination en autonomie alimentaire maintenant. Ouais. Ce qui est, pour moi, la construction d'alternatives, la résistance aux hydrocarbures, c'est... Je l'expliquais, c'est deux des trois facettes d'une même médaille, là, la médaille à trois faces. Fait que comment on refait le monde? Ben, on résiste, on tisse des communautés, puis... Mais c'est déjà en train de péter là, je veux dire. Mais s'il y a des projets de résistance à mener pour moi en ce moment en Gaspésie, les hydrocarbures, c'est un peu stand-by, là. Les compagnies prennent du recul. Ils sont en train, eux autres, de panser leurs plaies. On a dénoncé les puits qui fuyaient. Ils ont donné des contrats pour réparer. Ils en ont pour 2-3 ans à réparer les puits à l'abandon au Québec. On a comme semi la paix, mais pendant ce temps-là, ils développent leur outillage. Ils vont chercher du financement auprès du gouvernement. C'est un contrat de 800 000, je pense, repatcher les puits à l'abandon au Québec en ce moment. Fait que l'industrie pétrolière est stand-by. Refaire la Gaspésie, refaire le monde en Gaspésie en ce moment, je pense qu'une des priorités, c'est sauver la forêt puis sauver le caribou. On a une espèce qui est emblématique de la région ici et on va la perdre s'il n'y a rien qui se passe. Il faut trouver c'est quoi les actions qu'il faut poser pour sauver cette espèce-là.
faut développer des initiatives en autonomie alimentaire parce que la Gaspésie, à bien des places, c'est un désert. Il y a beaucoup de démarches concertées, nourrir notre monde. En tout cas, c'est présent ici, c'est pas présent dans Baie des Chaleurs. Mais la mise en place d'initiatives d'autonomie alimentaire, ça me paraît crucial dans ce qu'on a à mettre en œuvre pour refaire la Gaspésie. Puis dans un aussi grand territoire, aussi éloigné, si on veut des grands centres. Oui, puis dans un contexte où le Québec importe 80% de sa bouffe, alors qu'on était autonome à 80%, là, pas si longtemps que ça. Puis là, ben, les chaînes d'approvisionnement sont toutes en train de casser. Juste dans Baie des Chaleurs, on n'a même plus accès au Nouveau-Brunswick. Alors qu'il y a bien du monde qui allait faire leur épicerie l'autre bord. Leur bill vient de doubler d'un coup. C'est l'hécatombe. Fait qu'il y a comme quelque chose à faire pour aller chercher les gens maintenant qui sentent une urgence de trouver d'autres manières pour se nourrir puis de connecter ces gens-là ensemble. En tout cas, moi, c'est ce que je vois comme qu'il y a à faire de mon bord, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont une idée sur comment est-ce qu'on refait la Gaspésie de ce bar-site. Vas-y, Étienne. Pour rejoindre un peu ce que je disais avant, je trouve ça plus facile, disons-le, de faire de la construction heureuse que de la résistance déprimée. Mais je trouve que la résistance, elle est vraiment essentielle, justement, comme dans une phase pour s'opposer comme directement à quelque chose qui vient là, dans notre face. Mais si on s'épuise à ça, ben c'est pas mieux non plus. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Moi, je pense, comme elle a dit Valou tantôt, se mettre ensemble puis essayer de construire quelque chose dans lequel on se sent bien puis qui fait du sens. Mais se recréer en lien avec l'environnement, avec ce qui pousse, avec ce qui est vivant, là, c'est vraiment, ça vient vraiment grounder. Moi, je trouve que ça amène de la perspective. Avoir des espaces humains pour adresser les deuils qu'on fait. Je pense qu'il y a comme des échelles à revoir. Fait que ça vient avec des deuils. Des fois, c'est tough. Je pense qu'en tout cas, moi, le COVID, ça a brassé ça dans mon entourage. Là. Je voyais vraiment plein de gens dans mes relations que, ben c'est ça, qui avaient de la peine parce qu'il y a certaines choses qu'on remet en question du jour au lendemain, qu'on prenait pour acquis. Fait que d'avoir des espaces humains, des filets humains pour s'offrir de l'écoute empathique. Fait que des bons vieux skills de communication consciente, non violente, whatever. Fait que on peut faire 10 000 affaires, mais le savoir-être, ça s'apprend pas à grand place. Mais c'est ça. Fait que, ouais, l'humain plus. Mais je voulais juste dire que depuis tantôt, j'entends on se met ensemble. Puis justement, je pense que on n'est pas obligé, chaque personne, chaque groupe, de prendre tous les rôles. Tu sais, il y a des gens qui sont bons dans la résistance, puis il y a des gens qui sont bons dans bâtir les alternatives. Puis la semaine dernière, on est allé chez des gens qu'on aime bien, des maraîchers extraordinaires qui disaient « Ouais, mais moi, je me sens mal. Vous êtes vraiment dans la résistance. J'ai l'impression que je sers à rien. Mais moi, mon activisme, il sert à rien si toi, t'es pas là à bâtir une alternative. Donc, il ne faut pas s'imposer de faire tout ça. S'il y en a qui bâtissent ces alternatives, c'est fantastique. Puis s'il y en a qui sont juste bons dans être baveux avec la police puis avec les politiciens, ben c'est super, tu sais. Puis j'ajouterais, là, moi, depuis tantôt, c'est la phrase qui me vient en tête. Comment qu'on fait? C'est comme, faut qu'on s'arrange pour que ça soit le fun, en fait. C'est vraiment ça. Nous autres, quand on fait des actions, là, oui, on a braillé, oui, c'est tough, oui, c'est pas tout le temps facile, mais est-ce qu'on a du fun? C'est un bon mot d'ordre quand même, genre, comme s'arranger pour que ça soit trippant, puis que être sûr qu'on va toujours avoir quelqu'un à côté de nous qui va nous ramasser si on tombe, qui, tu sais, c'est ça, de se créer un milieu qui est sain, où il y a de l'écoute, puis où il y a beaucoup de plaisir. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, c'est plate. Et pour terminer sur une touche actuelle, non pas parce que j'ai envie de parler de la COVID, mais parce que j'ai envie de parler du sentiment de culpabilité qui vient dans cette crise-là. Quand j'ai présenté le projet aux intervenants, j'ai dit on va discuter de la crise environnementale, parce que c'est une crise. Puis, dans une des questions récurrentes que j'amène à chacun des intervenants, je leur demande, devrait-on réagir à la crise environnementale comme on réagit à la crise du COVID-19? Parce que c'est une crise.
j'aimerais aborder le sentiment de culpabilité qu'on nous fait sentir dans cette crise-là, puis du stress, puis de la La peur. peur, ouais. Puis est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que devrait-on agir de la sorte pour les deux? Est-ce que c'est plus efficace? Ouais, palaille. Ben, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup mis de l'avant, la peur. La peur, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Hein? C'est quelque chose qu'on vit toutes. C'est des sentiments que, à la base, tout le monde vit. Je pense qu'il faut les nommer, puis je pense qu'il faut voir c'est quoi le ground derrière ces sentiments-là. La COVID, les gens ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur que leurs proches meurent. C'est OK, mais cette peur-là est légitime. Il faut la reconnaître. Il faut l'accepter. Parce que si on fait juste la rejeter puis on dit ben non, moi, j'ai pas peur, le changement climatique, ça me fait pas peur, ben on s'en va où? Parce que la peur, c'est dans le présent. La peur, ça nous fait ressentir quelque chose d'instantané. Puis après, moi, je trouve que souvent, dans les actions futures, la culpabilité qui embarque en lien avec... Je trouve que les deux sentiments sont parfois reliés puis peuvent être lourds. Oui, les deux sentiments peuvent être lourds, mais de les accueillir puis de les accepter, c'est déjà une première étape pour qu'ils soient moins difficiles à vivre. À partir du moment où j'accepte que j'ai peur, j'ai peur pour mon enfant. J'ai un Flo de 7 ans, puis pour vrai, j'ai peur pour lui. Comme ce que je vois qui s'en vient, j'ai pas envie que ça y arrive. Fait que j'ai envie d'intervenir là-dessus. Mais à partir du moment où j'accepte que j'ai ça dedans de moi, ben ça peut devenir un moteur efficace pour l'action. Si je le refoule, ça ne marche pas. Si je fais juste me laisser... je peux l'accepter, prendre une distance par rapport à ça, puis je peux aussi juste rester là, puis pas savoir quelle direction prendre, juste rester dans la peur. Puis c'est pas efficace non plus. Donc, je pense qu'il y a un travail de canalisation à faire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le sentiment, il est là. On ne peut pas le nier. Mon sentiment, il appartient à personne d'autre que moi. C'est un des trucs dans la communication consciente. Là. Mon sentiment, il m'appartient. Là, il est là. Puis il n'y a personne qui peut me dire qu'il n'est pas là. Il est là. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec une fois qu'on sait qu'il est là? Puis s'il y a quelque chose à faire au niveau du mouvement environnemental par rapport à ça, oui, il faut donner toutes les informations. Il faut que les gens sachent qu'est-ce qui se passe, puis que les gens aient peur, c'est sain par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Maintenant, il faut se donner les outils pour accueillir cette peur-là, puis s'en servir, puis que tout le monde puisse s'en servir comme d'un moteur pour son action sans se sentir utilisé là-dedans. Je pense que c'est ça la clé. Quand les gens se sentent utilisés dans leur peur, ils réagissent, puis ils se fâchent, puis ils se mettent à faire du déni par rapport à leur propre peur. Fait que voilà, je pense ça par rapport à l'utilisation de la peur. En fait, moi, j'ai à intervenir par rapport à ça en disant, ben oui, justement, je pense que tu as raison, il faut canaliser la peur, parce que oui, c'est normal d'avoir peur, mais il faut éviter à tout prix la culpabilisation. Parce qu'autant dans la crise de la COVID que dans la crise environnementale, on utilise souvent contre nous la culpabilisation. On culpabilise les gens beaucoup, et ça devient tellement contre-créatif, je veux dire. C'est-à-dire que, dans le fond, ça nous empêche de créer des choses. Et tantôt, je pense qu'il y a des interventions qui disaient aussi, on a chacun un rôle là-dedans. Et il ne faut pas se sentir coupable de ne pas avoir tous les rôles. Donc, j'ai peur, oui. Je fais de l'éco-anxiété, mais j'essaie de la canaliser pour faire ce que moi, je suis capable de faire là-dedans. Et ça me permet de me sentir vivant, de me sentir utile, de me sentir que je lutte, au lieu de me sentir culpabilisé dans mon coin. De ne pas faire assez de recyclage, de ne pas être sans déchets, de ne pas être ci, de ne pas être ça, ce qu'on nous amène souvent dans la société à faire, autant que dans la crise de la COVID que dans d'autres crises. Donc, évitons de culpabiliser, puis allons plutôt vers transformer notre crainte, notre peur, notre éco-anxiété en quelque chose de positif, et faisons-le ensemble, et c'est comme ça qu'on va avoir quelque chose. Et je me dis, si, quand on a parlé de la crise environnementale, les dirigeants avaient dit, bon, voilà, vous allez rester chez vous parce que vous allez arrêter de travailler parce que si on est en train de foutre la planète en l'air, c'est comme pas vraiment crédible. Parce qu'on dirait que la crise environnementale, c'est pas dans la face du monde.
Moi, j'ai pas de temps peur que l'humain disparaisse. Là, il va sûrement disparaître, puis on va être mort, puis genre, so fucking what, là, finalement, la nature va continuer à exister. Par contre, moi, je suis en colère qu'on soit pas capable de prendre soin les uns des autres. Puis je pense qu'il faut qu'on se sente proche des gens qu'on connaît pas. Je pense qu'il est là le grand défi, c'est qu'on se sent pas proche des gens qu'on connaît pas, c'est qu'on se calise leur situation, tu sais. Aurais-tu un petit mot pour nous, pour la fin? Merci, merci d'être là, de faire ce que vous faites, tout le monde, chacune de votre bord. C'est super important pour ce qu'on est en train de dessiner. Non, il faut que tu nous coupes le microphone un moment donné. Mais moi, j'allais juste dire, une façon pour moi de mutiner, c'est vraiment de se mettre ensemble puis de faire les relations humaines autrement. Parce que justement, si on veut pas s'épuiser tout seul dans le fond du bois puis que notre santé mentale parte en vrille, il faut vraiment se mettre ensemble. Puis ça, c'est un méga apprentissage. Puis ça, je trouve que c'est une façon de faire un pied de nez à la société capitaliste puis à la société individualiste. De dire, nous autres, on s'est mis ensemble, puis on fait nos légumes, puis ça, c'est hors capital, puis il n'y a pas d'échange marchand nulle part. C'est sûr que ça a l'air naïf et nono comme ça, le bon enfant, mais ouais, c'est ça, mais pour vrai, ça fait déjà une différence. Parce qu'on n'est pas nés en tribu personne, on est toutes nés atomisés dans des familles de banlieue, whatever, puis comme de réapprendre à vivre ensemble, puis de se dépasser, puis justement de comme, oui, avoir son petit nanan à soi-même individuellement, mais en même temps, ton petit nanan, quand t'es en collectif, il est dilué, là, parce que ton petit nanan, il faut qu'il fasse une espèce d'hybridation avec le petit nanan de tout le monde. Fait que c'est déjà comme un pas vers en avant. Puis, ouais, je pense que c'est toujours d'essayer le laboratoire là, de la vie. Ce projet a été possible grâce à la collaboration de l'Association de mise en valeur du secteur Tourelle-Ruisseau-Castor et de l'Auberge Festive Sichac. On remercie énormément tous les autres partenaires, soit le Centre local de développement ainsi que la Caisse populaire des jardins de la Haute-Gaspésie, le Family Prix Extra de Saint-Anne-des-Monts, ainsi que le mouvement de mobilisation Nourrir notre monde. Puis là, avant de partir, je tiens à t'inviter au prochain épisode avec Mario Cyr, explorateur et vulgarisateur des fonds marins, en gros live de sa cuisine aux îles.